Bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. Tout de suite, voici le sommaire de l'actualité de ce samedi. Le président de la République, Paul Kagame, estime qu'il ne faut pas baisser de garde dans la prévention du crime de génocide. Le chef de l'État déplore par ailleurs la passivité de certains pays qui collaborent plutôt avec ceux qui ont perpétré le génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Au sommaire également, environ 4 milliards de francs rwandais sont disponibles afin d'appuyer l'éducation des enfants issus des familles vulnérables qui souhaitent intégrer l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le président de la République, Paul Kagame, estime qu'il ne faut pas baisser de garde dans la prévention du crime du génocide. Le chef de l'État déplore par ailleurs la passivité de certains pays qui collaborent plutôt avec ceux qui ont perpétré le génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Le point avec Jean-Damascène Maneshimi. S'exprimant au cours des échanges de la conférence dénommée Global Citizen Now, le président Paul Kagame a montré que la prévention des crimes semblables au génocide commis contre les Tutsis au Rwanda exige une prise de conscience de tout un chacun sur les racines du génocide même. First of all, you have to bear in mind what caused the genocide. Avant tout, nous devons toujours avoir en tête les causes du génocide même, qui ne sont rien d'autre que le divisionnisme et le tribalisme. C'est pourquoi nous avons choisi d'être unis, de privilégier les intérêts de tous les Rwandais. L'unité est le premier investissement que nous avons fait. Nous avons mis en priorité aussi la mise en place des institutions fortes qui rendent compte à notre peuple. Building strong institutions that are accountable to our people. Le président rwandais a déploré par ailleurs l'attitude de certains pays qui semblent ne pas avoir tiré suffisamment de leçons du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. To this day, perpetrators and their supporters are attempting to... Ces derniers jours, ceux qui l'ont perpétré et leurs collaborateurs tentent de réécrire notre histoire. Et avec les réseaux sociaux, cela devient pire. Au niveau mondial, nous assistons de plus en plus à la radicalisation et à l'extrémisme. Et parfois, les pays puissants, de façon délibérée, préfèrent ne rien faire. Bien sûr, il y a beaucoup de discours sur les droits de la personne et bien d'autres. Ce qui nous est arrivé peut arriver à n'importe qui. Nous ne devrions pas prendre pour acquis notre responsabilité pour nous assurer que le plus jamais ça n'est pas un slogan creux. We shouldn't take for granted our responsibility to ensure never again is not an empty slogan. Jean-François Dupaquier, journaliste et écrivain français, regrette que le racisme qui engendre le génocide s'observe encore aujourd'hui. Nous avons envoyé des messages aussi forts que possible. Jean-Pierre Chrétien l'a fait aussi et d'autres. Pourquoi ces messages n'ont pas été entendus? Pourquoi les appels désespérés de Jean Carbonard n'ont pas été entendus? Pourquoi les alertes du général Varret n'ont pas été entendues? Pourquoi les alertes du colonel Galinier, qui disait que l'armée et la gendarmerie rwandaise voulaient exterminer les Tutsis, n'ont pas été entendues? Ils n'ont pas été entendus parce qu'on ne voulait pas les entendre. Et on ne voulait pas les entendre par un mélange d'indifférence et de racisme. Le racisme, c'est la clé d'une très grande partie de la tragédie. Le racisme n'a pas toujours besoin d'ordre. Le racisme, c'est l'idéologie pour les nuls. C'est pourquoi cette idéologie a autant de succès depuis le milieu du XVIe siècle. Même si beaucoup a été réalisé notamment dans la poursuite des suspects génocidaires qui avaient fui le Rwanda, l'écrivain Daniel Escornet estime que la communauté internationale devrait aller plus loin pour protéger le monde contre des tragédies similaires au génocide perpétré contre les Tutsis. Je pense que cette communauté internationale doit faire un nouveau pas, et ce nouveau pas, c'est certainement la prévention des processus génocidaires. Il faudrait qu'en cas de processus génocidaire, l'ONU ne puisse, aucun État membre du Conseil de sécurité ne puisse imposer son droit de veto, ne puisse bloquer l'intervention internationale comme cela a eu lieu dans tous les génocides. Ce serait un premier pas au moment où le droit international s'effondre
et où il faut redonner un sens à ce droit international. Puisque c'est le seul crime de masse qu'on peut prévenir. Les crimes de guerre sont tout à fait terribles et les victimes souffrent autant, mais le génocide, qui vise un groupe humain en tant que tel, se prépare longuement et donc on a aujourd'hui toutes les connaissances pour prévenir, et c'est le premier pas de paix qu'on pourrait faire ensemble. Je pense qu'il apporte des connaissances nouvelles pour traiter ces cas de massacres de masse qui actuellement se développent sur toute la planète. La passivité persistante de la communauté internationale face aux crimes de masse que le monde vit encore aujourd'hui, c'est ce que déplore également ce journaliste rwandais passionné pour la justice. Après la Shoah, on se disait, voilà, il n'y aura plus de génocide. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un génocide au Rwanda et que non seulement la communauté internationale observait tout ça, assistait à tout ça, mais elle était là comme acteur. Mais, alors on se pose la question maintenant. Si ceux qui ont perpétré le génocide ont passé la frontière Rwanda-Zaïre avec leurs armes, ont exporté le génocide sur le sol zaïrois, aujourd'hui congolais, et qu'aujourd'hui, cette même idéologie a généré des actes de génocide qui est en train maintenant de se perpétrer, de se faire. Peut-être pas encore à grande échelle, mais au regard des gens qui ont fui les massacres, au regard des gens qui sont en train d'être brûlés vifs, au regard de ce que montrent les médias sociaux et les médias internationaux, on se demande que fait par exemple la SADC? Où est la France? Où sont les États-Unis? Où sont les grandes puissances dans tout cela pour venir et dire, voilà, le génocide, partout où ça s'est passé, ça commence par là, et si on n'arrête pas, ça va arriver à un vrai génocide consommé. Et 30 ans après le génocide commis contre les Tutsis, de plus en plus de voix s'élèvent pour montrer qu'il faut faire davantage pour que le plus jamais ça prononcé après l'Holocauste devienne une réalité. On parlait d'environ 4 milliards de francs rwandais qui sont disponibles afin d'appuyer l'éducation des enfants issus des familles vulnérables qui souhaitent intégrer l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle. Ceux qui sont déjà à l'école l'indiquent, tant que les connaissances qu'ils acquièrent permettront la transformation de leur vie et de celle de leur famille. Kassim Youssouf nous fait le point. Mutuyimana Benise, jeune fille de 17 ans, est un tenue lui permettant de vaquer sûrement à son occupation, notamment le ponçage d'une portée métallique. Nous sommes en tenue qui convient à ce travail, des souliers pour ne pas se faire mal aux pieds, des gants pour protéger les doigts et des casques pour protéger la tête. Et on nous a donné d'autres outils qui nous aident pour la propreté. Mutuyimana indique qu'elle a grandi avec l'idée en tête d'intégrer une école d'enseignement technique et de formation professionnelle. Et après le premier cycle du secondaire, elle a été affectée à l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle Nelson Mandela TSS en district de Bugesera. Malgré les difficultés financières auxquelles sa famille était confrontée, elle a bénéficié d'un soutien financier et son rôle est d'être appliqué à l'école. J'ai eu la chance d'être retenue et ça m'a beaucoup rendue heureuse. Maintenant, je m'applique bien à mes études. Le premier cycle du secondaire n'était pas du tout facile. Je ne pensais pas que je serais inscrite à l'école, mais je suis venue en ayant la foi que tout ira bien. L'opportunité qui lui a été accordée la pousse à étudier avec détermination.
Depuis que je suis arrivé ici au premier trimestre, j'ai eu des bonnes notes, 85%, et au second trimestre, 86%, et j'essaye de mieux faire. Mon objectif est d'aller de l'avant grâce à ce projet, aider ma famille et œuvrer pour le développement du pays. L'apprentissage et la formation technique et professionnelle exigent beaucoup de matériel, ce qui constitue une entrave aux enfants issus des familles vulnérables qui ne peuvent pas s'en procurer. Il y a des enfants qui ratent l'opportunité d'apprentissage et de formation technique et professionnelle parce que le matériel exigé est parfois cher, mais nous apprécions ce projet parce qu'il a beaucoup aidé ces enfants issus des familles vulnérables. Il n'y a pas longtemps qu'un fonds d'appui aux enfants issus des familles vulnérables pour intégrer les écoles d'enseignement technique et de formation professionnelle a été créé. Il est actuellement estimé à 4 millions de dollars américains, soit environ 4 milliards de francs rwandais. À l'aide de ce fonds, nous nous sommes fixé l'objectif d'aider au moins 4 000 élèves inscrits dans différentes écoles d'enseignement technique et professionnel. La première phase concerne 281 élèves. L'année scolaire prochaine, en septembre, 1500 seront ajoutés, 1200 l'année suivante, jusqu'à atteindre les 4000. Les élèves fréquentant les écoles d'enseignement technique et professionnel sont actuellement à hauteur de 43% et l'on envisage au cours de l'année scolaire 2024-2025 d'accroître cet effectif jusqu'à 60% conformément à l'objectif du gouvernement. Revenons sur les opérateurs économiques qui mènent leurs activités au Rwanda, qui apprécient la politique rwandaise de l'ouverture au monde, qui selon eux est susceptible de développer davantage le climat des affaires en Afrique, en particulier. Charlène Fouraha pour le reportage. Le Rwanda ouvre ses portes en adoptant une politique de visas gratuits aux pays membres de l'Union africaine, du Commonwealth et de la francophonie. Et c'est dans cet esprit d'ouverture que 2 jeunes femmes éthiopiennes ont décidé de venir s'installer au Rwanda. Et pour aller plus loin, elles ont même installé leur propre business ici à Kigali. Aujourd'hui, ils vont nous parler de leur expérience et de leur parcours du visa. Beaucoup de gens à l'étranger nous demandent les processus d'obtention des visas pour venir au Rwanda. Et nous leur répétons constamment qu'il n'est pas nécessaire de faire des demandes de visa. S'ils souhaitent venir, ils peuvent le faire sans se soucier de quoi que ce soit, car le Rwanda a allégé la situation. Je dois également avouer que cette ouverture nous a permis de bien opérer au Rwanda. Et c'est surtout qu'elle nous a également permis de fonder notre propre entreprise. Lorsque nous étions dans notre pays d'origine, l'Éthiopie, ce n'était pas aussi facile que ça l'a été ici au Rwanda. Nous nous réjouissons de cette facilité de mobilité, car elle nous permet également de gagner notre vie et d'élargir nos horizons en tant qu'Africaines. D'après mon expérience dans ces pays, je recommanderais fortement à tous ceux qui veulent venir au Rwanda pour des affaires ou d'autres activités de ne pas hésiter, car une fois que vous êtes dans ces pays, vous ne pouvez que vous en réjouir. Après l'adoption par le Rwanda du nouveau régime de visa, Blaine et Selam sont initialement venus pour une simple visite dans le pays. 2 ans plus tard, impressionnées par leur expérience positive à Kigali, elles ont décidé de s'installer dans le pays et d'établir leur propre entreprise au centre-ville de Kigali. Lorsque ma sœur et moi sommes venus au Rwanda, j'ai aimé le pays dès le premier regard. Tout était propre et surtout la population était très accueillante. Une autre chose qui m'a ébloui ici, c'est la sécurité au Rwanda. En tant que femme, je ne m'étais jamais sentie à l'aise de marcher dans la rue, même pendant la nuit. Je suis heureuse que le Rwanda nous ait si bien accueillis. Le directeur de Africa Global Cooperation Program, Siaka Michael, estime que cet engagement du Rwanda favorise l'intégration régionale et entraîne beaucoup d'intérêt pour le pays en particulier. Si vous dites que venir dans mon pays est gratuit en termes de visa, cela permettrait aux gens de se sentir à l'aise et encouragerait leur visite, ce qui présente plusieurs avantages pour le pays.
Par exemple, en parlant de Visite Rwanda, grâce à cette facilité des mobilités, cela a contribué de manière significative à l'économie, notamment dans les services proposés aux visiteurs qu'ils viennent pour investir dans le pays, pour des affaires diplomatiques ou touristiques. De plus, la population rwandaise en bénéficie également, car plus la demande pour les services de ces étrangers est élevée, plus cela crée des emplois pour eux, contribuant ainsi à lutter contre le chômage dans le pays. Dans les cas contraires, les pays ne bénéficieraient pas de toutes ces opportunités. Nous sommes très favorables à ces nouveaux régimes de visas gratuits instaurés par le Rwanda et nous remercions le président Paul Kagame pour la vision qu'il a pour notre pays. Ce nouveau régime de visa a été mis en œuvre depuis 2020. En facilitant les voyages, le Rwanda défend la vision d'une Afrique sans frontières où les gens peuvent se déplacer librement et se connecter aux cultures, aux économies et aux aspirations des autres. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine visant à créer une Afrique prospère et unie. Charlène Furaha pour la télévision rwandaise. Place maintenant au Rwanda, un jeune en situation de handicap excelle dans la manipulation des outils informatiques et une jeune dame avec une déficience visuelle enseigne à des élèves sans handicap. Jean Damasen, Manishimwe nous en dit plus. Bizamenyimana Jean-Pierre vit au nord du Rwanda avec handicap. Il n'a pas ses deux mains. Malgré son défi physique, il est déterminé à devenir un expert en technologie et poursuit ses études secondaires avec détermination. Mes études à l'école maternelle, primaire et secondaire, je les ai faites avec détermination et je me suis intégré totalement. À l'école technique, Bizamenyimana est passionné des cours de programmation informatique et fait preuve de compétences exceptionnelles, comme en témoignent ses pairs qui n'ont pas d'handicap. Jean-Pierre est un élève brillant. Il arrive premier de notre classe. Il obtient un score supérieur à 80% en classe. À moins d'une année pour terminer ses études secondaires, Bizamenyimana aspire à créer une entreprise technologique de haut niveau car il est convaincu que l'handicap ne peut pas entraver ses rêves. Une personne handicapée est comme toute autre personne. Elle peut travailler et aller plus loin dans cette vie. Le plus important est la volonté et la passion et cela suffit. Il n'y a aucun handicap qui l'empêcherait de le faire et ainsi réaliser ses rêves. Surmonter un handicap physique est un pari réussi aussi par Gloria Uamahoro, une jeune fille aveugle. Elle a perdu la vue à l'âge de 3 ans et aujourd'hui, âgée de 30 ans, elle est enseignante de langue à l'école secondaire au nord du Rwanda. Comment réussit-elle à enseigner? J'ai ici un appareil appelé Orbit Rider qui possède une carte mémoire. J'enregistre mon cours sur une carte mémoire qui le transforme en écriture braille que je parviens à déchiffrer. Je donne les notes aux élèves par avance et à l'aide de mon appareil Orbit Rider, je leur donne les explications nécessaires. Les élèves de Gloria Uamahoro apprécient son assiduité au travail et n'éprouvent aucune difficulté à suivre ses cours. Nous maîtrisons son cours facilement car nous nous sentons à l'aise avec elle et il nous fournit toutes les explications nécessaires au cours. Cette enseignante invite à la valorisation des personnes en situation de handicap. Il faut considérer les compétences de quelqu'un avant de s'attarder sur son handicap. J'interpelle les parents, l'handicap n'est pas synonyme d'incapacité. L'inclusion des personnes en situation de handicap au Rwanda a permis à ces dernières d'embrasser divers métiers et parviennent ainsi à subvenir à leurs besoins au quotidien. Santé à présent pour évoquer la ménopause, ce phénomène naturel chez les femmes à un certain moment de leur stade de développement. Notre consoeur Olive Nété s'est entretenue avec le docteur Manzi Subida, gynécologue à l'hôpital Roi Faisal à Kigali. Il nous parle de son impact sur la vie de l'individu et donne aussi des conseils sur comment s'y prendre. Commençons par l'impact psychosocial. L'impact psychosocial, quand vous êtes très irritable, quand vous n'avez pas bien sommeil, quand vous êtes en train de suer tout le temps, quand vous avez pris exagérément votre poids,
quand vous avez l'hypertension, quand vous avez le diabète, nous parlons pratiquement de toute une vie qui est complètement chamboulée. Ça, c'est un. Deux, parce que nous sommes en train de parler de patientes qui sont plutôt citadines, moins que les rurales, parce que la culture ne nous permet pas d'entrer pratiquement dans les grands détails. Comme les gens disent, la vie en ville exclut le culturel. Alors, l'impact, d'abord, psychosocial, parce que quand vous avez mal dormi, vous avez perdu votre charme, votre joie, votre énergie, il y a beaucoup de choses que vous perdez. Quand vous n'avez pas bien dormi, le rendement à votre service est complètement réduit. Et puis, parce qu'on nous parle de psychosocial, quand vous avez le problème sexuel, parce qu'il faut qu'on le dise, parce que nous parlons français, et quand les choses ne marchent pas très bien à domicile, ça se transpose même à votre travail, même sur votre vie personnelle. Imaginez-vous que cela puisse aller jusqu'au divorce. Numéro 2, peut-être laisse-moi parler de l'ostéoporose encore une fois. L'ostéoporose qui affecte les os, beaucoup plus les femmes que nous les hommes, parce que c'est moi qui parle. Quand vous avez une fracture qui vous rend complètement immobile, la chance d'avoir d'autres maladies psychiques ou physiologiques soit énorme. Il y a aussi l'impact prenant de la vie en général, parce qu'il faut être utile dans la vie jusqu'à la fin de sa vie, en général. Nous devrions être utiles. Alors, quand ces conditions vous débilitent, il n'y a plus moyen que d'être aussi utile qu'avant. Alors, prenons peut-être la fin de votre question en disant ceci, que être ménopausé ne vous empêche pas d'être utile. Quand vous assumez votre ménopause, personnellement, par l'éducation, par ce que nous appelons en anglais lifestyle, quand les médecins vous aident à vous occuper de votre ménopause comme il faut, vous jouissez que d'être une grand-mère, une tante, une belle-mère, une conseillère, un ministre, un député, une ministre, parce que nous parlons de dames, il faut que ce soit féminin. Je pense que la ménopause, ce n'est pas la fin de la vie, c'est une autre étape de la vie. Peut-être qu'il faut jouer. Toutes les femmes entrent dans la ménopause. Seulement 80% ont les signes de la ménopause. Et seulement 30% ont les signes sévères de la ménopause. Mais 30%, c'est pratiquement le tiers de la population, c'est énorme. Alors, c'est surtout les 30% de ces dames que nous avons le plaisir d'offrir nos services en matière de conseiller ou en matière de traitement et puis en matière d'orientation. Et c'est très, très important. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Avec toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision nationale. À la prochaine édition, portez-vous bien.